Quelque part au-dessus de l'État de New York, dans l'après-midi du 29 mai 1985, Beverly Rogan est prise d'une envie de rire qu'elle étouffe en plaçant les deux mains devant la bouche, craignant d'être prise pour une folle, mais incapable de se contrôler. On riait beaucoup à l'époque, se dit-elle. C'était quelque chose de nouveau, une lumière de plus dans l'obscurité. On avait tout le temps la frousse, mais on était incapable de s'arrêter de rire, comme moi en ce moment. Le type assis à côté d'elle, dans le siège proche de l'allée, est un jeune homme aux cheveux longs et à l'aspect engageant. Il lui a lancé quelques coups d'œil admiratifs depuis le décollage de l'avion à Milwaukee vers 14h30, mais a respecté son désir manifeste de ne pas parler. Après 2 tentatives d'engager la conversation, auxquelles elle n'a réagi que par politesse, il a sorti un roman de son sac de voyage et s'est plongé dans la lecture. Maintenant, il le referme, le doigt glissé à la page où il s'est interrompu, et dit avec une pointe d'inquiétude « Vous êtes sûr que tout va bien ?» Elle opine de la tête, s'efforçant de retrouver son sérieux, mais ne peut retenir un reniflement de rire rentré. Elle esquisse un sourire, intrigué, l'air interrogatif. « Oh, ce n'est rien, dit-elle, s'efforçant toujours de prendre un air sérieux, mais sans succès. Plus elle s'obstine, plus elle a envie d'éclater, comme au bon vieux temps. Je viens juste de me rendre compte que je ne sais même pas sur quelle compagnie je voyage. J'ai simplement aperçu cette espèce de grand canard sur le côté. Mais c'en est trop avec ce symbole. Elle est reprise d'un joyeux accès de fou rire. Autour d'elle, on la regarde, et certains passagers froncent les sourcils. « République, dit-il. »« Pardon ? Vous êtes propulsé dans le ciel à 800 km/h par les bons soins de Republic Airlines. C'est sur le dépliant. » Il retire celui-ci de la poche du dossier devant lui. Le symbole de République figure en effet dessus. On explique comment se servir des masques à oxygène, comment prendre la position repliée en cas d'atterrissage forcé, où se trouvent les radeaux et les gilets de sauvetage. Le dépliant pour l'entrée au paradis, ajoute-t-il, et cette fois-ci, ils éclatent de rire tous les deux. Il est vraiment beau garçon, pense-t-elle soudain. C'est une réflexion rafraîchissante, de celle qu'on s'attend à avoir au réveil quand on a encore l'esprit reposé. Il est habillé d'un chandail et d'un jean délavé, et porte les cheveux longs, retenus en arrière par un lacet de cuir. Ce détail lui rappelle l'éternelle queue de cheval de son enfance. Elle se dit « Je suis prête à parier qu'il a une jolie petite queue de collégien. Assez longue pour s'amuser, mais pas assez grosse pour être vraiment prétentieuse. » Le fou rire la reprend, un fou rire impossible à contenir. Elle s'aperçoit qu'elle n'a même pas un mouchoir pour s'essuyer les yeux, ce qui la fait rire encore plus fort. « Il vaudrait mieux vous calmer, sinon l'hôtesse va vous jeter par la portière, » dit-il solennellement. Mais elle ne peut qu'acquiescer tout en continuant à s'esclaffer, l'estomac et les côtes douloureuses. Il lui tend un mouchoir blanc impeccable. S'en servir contribue à l'aider à retrouver son calme. Elle ne s'arrête cependant pas tout de suite, son rire s'amenuisant en hoquets et petits reniflements. Elle ne peut pas penser au canard du fuselage sans être reprise de bouffées d'hilarité. Elle lui rend le mouchoir et le remercie. « Bon sang, madame, qu'est-ce qui vous est arrivé au doigt ?» dit-il en lui retenant la main un instant, l'air inquiet. Elle baisse les yeux et voit ses ongles cassés lors de la bagarre avec Tom. Le souvenir du moment où elle a renversé la coiffeuse est plus douloureux que les élancements qui viennent de ses doigts, et cette fois-ci, elle s'arrête de rire pour de bon. « Je me les suis coincés dans la portière en arrivant à l'aéroport, » répond-elle, en pensant au nombre de fois où elle a menti à propos de ce que Tom lui avait fait, au nombre de fois où elle a menti à propos de ce que son père lui avait fait. Est-ce la dernière fois, l'ultime mensonge ? Ce serait merveilleux, presque trop merveilleux pour être croyable. Une image lui vient. Celle d'un médecin qui va voir un malade atteint d'un cancer au stade terminal et qui lui dit « Votre radio montre que la tumeur est en train de se résorber. Nous ignorons pour quelle raison, mais c'est pourtant ce qui se passe. »« Ça doit faire affreusement mal, » s'exclama-t-il. « Oh, j'ai pris de l'aspirine, » répondit-elle. Elle ouvre une fois de plus l'hebdomadaire du bord, même s'il sait sans aucun doute qu'elle l'a déjà parcouru 2 fois. « Quelle est votre destination ?» Elle referme la revue et le regarde avec un sourire. « Vous êtes très gentil, mais je n'ai pas envie de parler, d'accord ?»« D'accord, » lui répondit-il en lui rendant son sourire. « Mais si vous voulez prendre un verre à la santé du gros canard en arrivant à Boston, je suis votre homme. »« Merci, mais j'ai un autre avion à prendre. » Elle ouvre encore le magazine, mais se retrouve plongée dans la contemplation de ses ongles déchiquetés. 2 d'entre eux présentent une tache violacée. Dans son esprit, elle entend Tom qui hurle dans l'escalier « Je te tuerai, salope, espèce de salope de pute !» Elle frissonne. Elle a froid. Une salope pour Tom, une salope pour les petites mains qui faisaient des conneries juste avant la présentation des collections, une salope pour son père, bien avant Tom, et les couturières. Une salope. Espèce de salope, putain de salope. Elle ferme quelques instants les yeux. Son pied,
Celui qu'elle a coupé sur un fragment de bouteille de parfum en fuyant la salle de bain les lance davantage que ses doigts. Kay lui a donné de l'urgot, une paire de chaussures, ainsi qu'un chèque de 1000 $ qu'elle a encaissé dès 9 heures du matin. En dépit des protestations de Kay, elle a rédigé un chèque équivalent sur une feuille de papier ordinaire. « Il paraît que l'on peut faire un chèque sur n'importe quoi », a-t-elle répondu à son amie, puis elle a ajouté, avec un rire gêné, « Mais à ta place, je l'encaisserai rapidement, avant que Tom pense à bloquer le compte. » Bien qu'elle ne se sente pas fatiguée, elle se rend néanmoins compte qu'elle ne tient plus que sur les nerfs et grâce au café noir de Kay. La nuit qu'elle vient de passer a pris l'inconsistance d'un rêve. Elle se souvient avoir été suivie par 3 adolescents qui l'ont appelée et sifflée, mais n'ont pas osé en faire davantage. Elle se souvient de son soulagement lorsqu'elle a aperçu les lumières d'un magasin 7 à 11 éclairant de ses fluos le trottoir d'un carrefour. Elle y est entrée, a laissé l'employé boutonné plonger du regard dans l'ouverture de son corsage, tandis qu'elle s'efforçait de le convaincre de lui prêter 40 cents pour le téléphone. Ce ne fut pas difficile, la vue étant ce qu'elle était. Elle appela tout d'abord Kay, faisant le numéro de mémoire. Le téléphone sonna une 12aine de fois, et elle commença à croire que Kay était à New York. Puis la voix endormie de son ami grommela. « J'espère que ça vaut la peine à une heure pareille », au moment où elle allait raccrocher. « C'est Bev, Kay, dit-elle, hésitant quelques instants avant de reprendre. « J'ai besoin d'aide. » Il y eut un bref moment de silence, puis Kay répondit d'un ton de voix parfaitement réveillé. « Mais où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je suis dans un 7 à 11 au coin de Strayland Avenue et d'une autre rue. J'ai quitté Tom, Kay. » La voix de Kay, empathique et excitée. « Ah bien, enfin, bravo. Je viens de chercher. Ce fils de pute, ce fumier. Je saute dans la foutue Mercedes et je passe te prendre. Je vais engager une fanfare. »« Oh non, je vais prendre un taxi, Kay », la coupa Bev, qui tenait les 2 autres pièces de 10 cents dans sa paume en sueur. Dans le miroir circulaire du fond du magasin, elle vit l'employé boutonneux perdu dans la contemplation de ses fesses avec une concentration rêveuse. « Mais il faudra que tu le payes quand j'arriverai, je n'ai pas un sou sur moi. »« Je lui filerai 5 $ de pourboire, oui, » s'écria Kay. C'était la meilleure nouvelle depuis la démission de Nixon. « Tu ramènes tes fesses par ici, ma cocotte, et... » Elle s'interrompit un instant, avant de reprendre, plus sérieuse, mais d'un ton de voix plein de sympathie et d'amour, au point que Bev eut les larmes aux yeux. « Je remercie Dieu que tu te sois finalement décidée, Bev. Je suis sincère, Dieu soit loué. » Kay McCall est une ancienne modéliste qui s'est mariée riche à un divorcé plus riche encore et qui a découvert le féminisme en 1972, environ 3 ans avant de rencontrer Beverly. À l'époque de sa plus grande popularité, controversée, elle fut accusée d'avoir adopté ces nouvelles idées après s'être servie des lois patriarcales archaïques pour extorquer à son industriel d'ex-mari jusqu'au dernier cent que les lois lui accordaient. « De conneries », a une fois confié Kay à Bev. Les gens qui racontent ça n'ont jamais été obligés de coucher avec Sam Jakovich. En 2 temps 3 mouvements, telle était sa devise, le cher homme. Je ne l'ai pas volé, j'ai simplement touché ma prime de risque rétroactivement. Elle a écrit 3 ouvrages, l'un sur le féminisme et le travail des femmes, l'autre sur le féminisme et la famille, et le dernier sur le féminisme et la spiritualité. Les 2 premiers ont connu un réel succès, mais elle est en quelque sorte passée de mode depuis le dernier, qui date de 3 ans. Beverly pense qu'au fond, c'est un soulagement pour elle. Elle a fait des investissements judicieux. Féminisme et capitalisme ne sont pas mutuellement exclusifs, a-t-elle dit un jour à Bev. Et c'est maintenant une femme à la tête d'une petite fortune, avec une maison en ville et une autre à la campagne, 2 ou 3 amants, assez virils pour tenir la distance au lit, mais pas au point de la battre au tennis. Quand ils y arrivent, je les vire aussitôt, prétend-elle. Bev n'est pas sûre que ce ne soit qu'une plaisanterie. Avec les 2 autres 10 cents, Bev a appelé un taxi. Ce fut un soulagement de s'y installer avec sa valise et de ne plus sentir le regard de l'employé posé sur elle. Kay l'attendait à l'entrée de son allée, un vison passé par-dessus sa chemise de nuit, en mule rose avec des gros pompons duveteux aux pieds. Pas des pompons orange, Dieu merci. Bev serait partie dans la nuit en hurlant. La balade en taxi a eu quelque chose de fantasmagorique. Les choses lui revenaient, les souvenirs se bousculaient à une telle vitesse, claire et précis, que la peur l'avait gagnée. Comme si on venait de lancer le moteur d'un énorme bulldozer dans sa tête, qui se serait mis à creuser un cimetière mental dont elle ignorait jusqu'à la présence. Simplement, ce n'étaient pas des cadavres qu'il extrayait, mais des noms qu'elle n'avait pas évoqués depuis des années. Ben Lanscombe, Richie Tozier, Greta Bowie, Henry Bowers, Eddie Casbrack, Bill Denbrough. Bill en particulier, Bill le Bègue, comme il l'appelait avec cette franchise d'enfant que l'on appelle parfois de la candeur, parfois de la cruauté. Il lui avait paru si grand, si parfait, tant qu'il n'avait pas ouvert la bouche, du moins.
Des noms, des lieux, des événements qui se sont produits. Se sentant tour à tour glacée et bouillonnante, elle s'est rappelé les voix dans les tuyaux d'évacuation et le sang. Elle avait crié et son père lui en avait balancé une bonne, son père. Elle eut les larmes aux yeux quand Kay paya le chauffeur, que le pourboire laissa stupéfait. Kay la fit entrer, la poussa sous la douche, lui donna ensuite une robe, lui offrit du café qu'elle avait préparé entre-temps, examina ses blessures, badigeonna son pied coupé de mercurochrome avant de mettre un pansement adhésif. Elle versa une généreuse rasade de brandy dans la deuxième tasse de café de Bev et l'obligea à la descendre jusqu'à la dernière goutte. Après quoi, elle fit griller 2 faux filets qu'elle servit accompagnés de petits champignons sautés. « Bon, très bien, dit-elle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on appelle les flics ou est-ce qu'on se contente de t'envoyer à Reno ?»« Je ne peux pas te dire grand-chose, répondit Bev. Ça te paraîtrait trop démentiel. Ce qui est arrivé est surtout de ma faute. Kay porta sur la table une claque retentissante, une véritable détonation qui fit sursauter Beverly. Oh, je t'interdis de parler comme ça, lança Kay, les joues en feu, les yeux étincelants. Depuis combien de temps sommes-nous amis ? 9 ans, 10 ans ? Si je t'entends encore dire une fois que c'était de ta faute, je vais dégueuler. Tu m'entends ? Je vais tout dégueuler. Ça n'a jamais été ta faute, ni aujourd'hui, ni hier, ni jamais. Tous tes amis ne redoutaient qu'une chose, que tu te retrouves dans un fauteuil roulant, sinon au cimetière. Oui, on avait peur qu'il te tue. Beverly la regardait, les yeux agrandis. Et c'est toi qui aurais été la coupable ? Dans ce cas, coupable au moins d'être resté à attendre que ça arrive ? Mais maintenant que tu l'as quitté, Dieu soit remercié pour ces petites faveurs. Mais arrête de me raconter que c'était de ta faute, alors que te voilà les ongles arrachés, le pied coupé et des marques de ceinture sur les épaules. Il ne m'a pas frappé avec sa ceinture, protesta Bev. Elle mentait par réflexe, comme fut un réflexe la rougeur qui lui monta brusquement aux joues, tant sa honte était profonde. Si tu en as fini avec Tom, autant en finir aussi avec tes mensonges, dit Kay doucement. Elle eut pour Bev un regard chargé de tellement de tendresse que celle-ci dut baisser les yeux. Elle sentait le sel de ses larmes au fond de la gorge. Qui croyais-tu donc tromper ? Reprit Kay, toujours sur le même ton. Elle vint prendre les mains de Bev par-dessus la table. Les lunettes de soleil, les blouses à manches longues et ras de cou, c'est peut-être bon pour les clients, mais pas pour tes amis, Bev, pas pour ceux qui t'aiment. C'est alors que Beverly s'était mise à pleurer, longuement, à gros sanglots, tandis que Kay la tenait contre elle. Plus tard, juste avant de se mettre au lit, elle dit à son amie ce qu'elle pouvait, qu'un vieil ami de Derry, la ville où elle avait grandi, venait de lui téléphoner et de lui rappeler une promesse faite très longtemps auparavant. Le moment de l'honorer était arrivé, avait-il dit. Viendrait-elle ? Oh oui, avait-elle répondu. C'est alors que ses ennuis avec Tom avaient commencé. Mais c'était quoi cette promesse ? Beverly secoua lentement la tête. Oh, c'est quelque chose que je ne peux pas te dire, Kay. Ce n'est pourtant pas l'envie qui m'en manque. Kay rumina un moment cette réponse et acquiesça. Très bien, c'est correct. Qu'est-ce que tu vas faire de Tom quand tu reviendras du Maine ? Et Bev, qui avait de plus en plus l'impression qu'elle n'en reviendrait jamais, répondit seulement. Je me rendrai directement chez toi et nous en déciderons ensemble, d'accord ? Tout à fait d'accord. C'est une promesse également ? Dès mon retour, fit Bev fermement, tu peux y compter. Sur quoi elle serra Kay très fort dans ses bras. Une fois le chèque de Kay encaissé et les chaussures de Kay aux pieds, elle prit un car Greyhound pour Milwaukee, craignant que Tom ne fût à l'aéroport O'Hare à la guetter. Kay, qui l'avait accompagnée à la banque et à la gare routière, essaya de la dissuader. O'Hare est bourré de gens de sécurité, objecta-t-elle. Tu n'as pas à avoir peur de lui. S'il s'approche, tu n'as qu'à hurler, comme s'il t'égorgeait. Oh, je préfère l'éviter, c'est le meilleur moyen. Tu ne craindrais pas par hasard qu'il te fasse changer d'idée, s'enquit Kay, le regard inquisiteur. Beverly revit leur groupe, tous les 7 debout dans le courant. Stanley, avec le fragment de bouteille de coke à la main, brillant au soleil. Elle évoqua la légère douleur ressentie au creux de la paume lorsqu'il l'entailla, et cet instant où ils avaient formé un cercle en se prenant par la main, et s'étaient promis de revenir si ça recommençait jamais, de revenir et de le tuer pour de bon. Non, répondit-elle, il ne pourrait pas me dissuader d'y aller, mais il pourrait me faire mal, service de sécurité ou pas. Tu ne l'as pas vu la nuit dernière, Kay ? Oh, j'en ai assez vu à d'autres occasions, répondit Kay, sourcils froncés. Le salopard qui se prend pour un homme. Puis il était complètement fou, reprit Bev. Les gardes risqueraient de ne pas l'arrêter assez vite, mais c'est mieux ainsi, crois-moi. Très bien, dit Kay, à regret. Avec une pointe d'amusement, Bev se dit que son ami regrettait qu'il n'y ait pas de confrontation, pas de grande scène. Encaisse rapidement ton chèque, lui répéta Bev, avant qu'il ait l'idée de bloquer le compte. Il le fera, c'est sûr. Entendu.
S'il fait ça, j'irai voir cet enfant de salaud avec un fouet et je le mettrai hors service. Oh, ne t'approche pas de lui, Kay, dit vivement Bev. Il est dangereux, crois-moi. On aurait dit... Mon père, faillit-elle lâcher, un vrai sauvage. Oh, c'est bon. Tâche de ne voir que le bon côté de la chose. Va honorer ta promesse. Mais n'oublie pas non plus celle que tu m'as faite. Non, je ne l'oublierai pas, répondit Bev, sachant qu'elle mentait. Il y avait trop d'autres choses auxquelles elle voulait penser. Ce qui s'était passé l'été de ses 11 ans, par exemple. Comment elle avait montré à Richie Tosier l'art de faire dormir un yo-yo, aux voix dans la vidange, à quelque chose qu'elle avait vu, quelque chose de si horrible que son esprit refusait encore de le lui laisser évoquer, au moment où elle embrassait Kay avant de monter dans le car dont le moteur ronronnait. Maintenant, tandis que l'avion au canard sur le fuselage entame sa longue descente vers la région de Boston, son esprit revient sur ces événements, sur Stan Uris, sur un poème anonyme arrivé sur une carte postale, sur les voix, sur les quelques secondes où elle s'était trouvée face à face avec quelque chose qui était peut-être infini. Elle se dit, le regard perdu par le hublot, que le mal que peut faire Tom n'est rien en comparaison du mal dont la chose qui les attend à Derry peut être l'auteur. La présence de Bill Denbrough sera la seule compensation, si on peut parler de compensation. Il fut un temps où une fillette de 11 ans, du nom de Beverly Marsh, était amoureuse de Bill Denbrough. Elle se souvient de la carte postale avec le merveilleux poème. Elle a su autrefois qui l'avait écrit, mais elle l'avait oublié depuis, comme elle avait oublié les mots du poème. Mais elle pense que c'était peut-être Bill. Lui revient soudain à l'esprit le soir où elle s'apprêtait à aller se coucher, ce samedi où elle était allée voir les films d'horreur avec Richie et Ben, après son premier rendez-vous. Elle avait fait la maligne avec Richie, provoquer était sa manière de se défendre dans la rue à cette époque, mais quelque chose en elle avait été touché, excité et même un peu effrayé. Richie avait tout payé, comme quand on sort avec un homme. Puis après, il y avait eu ces garçons qui les avaient poursuivis le reste de l'après-midi, passés dans les friches. Bill Denbrough qui était arrivé avec un autre môme, elle avait oublié qui, mais pas la façon dont les yeux de Bill s'étaient posés sur elle quelques instants, et le choc électrique qu'elle avait ressenti. Le choc et la vague de chaleur qui avait parcouru tout son corps. De tout cela, elle se souvient. Elle avait mis sa chemise de nuit et était allée se laver les dents dans la salle de bain. Elle avait pensé qu'il lui faudrait longtemps pour trouver le sommeil, tant elle avait de choses qui lui trottaient dans la tête, des choses sympathiques, car tous paraissaient des gosses gentils avec lesquels on pouvait blaguer, et en qui on pouvait même avoir confiance. Ce serait chouette, ce serait presque le paradis. C'est en pensant à tout cela qu'elle avait pris son gant de toilette, qu'elle s'était inclinée sur le lavabo pour s'asperger d'eau, et que la voix était sortie du siphon comme un murmure. « Aide-moi » Beverly sursauta et laissa tomber le gant sur le sol. Elle secoua un peu la tête, comme pour s'éclaircir les idées, puis se pencha de nouveau sur le lavabo en observant le trou d'évacuation. La salle de bain se trouvait à l'arrière de l'appartement de 4 pièces qu'ils occupaient. Un western dont le son lui parvenait faiblement passait à la télé. Le papier peint, hideux, s'ornait de grenouilles posées sur des nénuphars et n'arrivait pas à cacher les irrégularités du plâtre en dessous. Taché par endroits, il pelait littéralement à d'autres. La baignoire rouillait, le siège des toilettes était craquelé. Une ampoule nue de 40 watts saillait de son socle de porcelaine au-dessus du lavabo. Le sol était recouvert d'un lino dont les motifs avaient disparu, sauf en dessous du lavabo. Une pièce peu avenante, mais que Beverly avait toujours connue ainsi, ou presque, et qu'elle ne voyait plus. Le lavabo lui-même présentait des marques d'usure. L'évacuation se réduisait à un cercle barré d'une croix d'environ 5 cm de diamètre. Le chrome qui la protégeait à l'origine avait disparu depuis longtemps. Un bouchon de caoutchouc attaché à une chaîne pendait nonchalamment du robinet marqué C. Le trou d'évacuation était d'un noir d'encre, et elle remarqua pour la première fois, en se penchant dessus, qu'il en émanait une odeur faible mais désagréable, une odeur de poisson. Elle fronça le nez de dégoût. « Aide-moi » Elle eut un hoquet. C'était bien une voix. Elle avait cru à quelque bruit dans le tuyau transformé par son imagination, par le souvenir des films. « Aide-moi, Beverly » Des bouffées alternativement brûlantes et glaciales la traversèrent. Elle avait enlevé le ruban qui maintenait ses cheveux, elle sentit leurs racines essayer de se redresser. Sans réellement se rendre compte qu'elle allait parler, elle se pencha sur le lavabo et murmura « Hé, y a quelqu'un là-dedans ?» On aurait dit la voix d'un très jeune enfant qui venait juste d'apprendre à parler, songea-t-elle. En dépit de la chair de poule de ses bras, son esprit cherchait une explication rationnelle. Les Marsh habitaient l'un des appartements du rez-de-chaussée. Peut-être un des gosses de l'immeuble s'amusait-il à appeler dans l'évacuation, et par quelque caprice de la transmission des sons. « Il y a quelqu'un ici » redemanda-t-elle, cette fois plus fort.
Elle se dit que si jamais son père arrivait inopinément, il la croirait folle. La vidange ne répondit pas, mais l'odeur désagréable parut soudain plus forte. Elle lui fit penser au coin des bambous dans les friches et à la décharge qui se trouvait juste derrière. Image de fumée lente et âcre, de boue noire qui retiennent les chaussures. Néanmoins, il n'y avait aucun enfant en bas âge dans l'immeuble. Là résidait le mystère. En dehors d'elle, le plus jeune était le fils Bolton, au deuxième, qui avait 14 ans. « Nous avons envie de te connaître, Beverly. » Elle porta les mains à la bouche et ses yeux s'agrandirent d'horreur. Pendant un instant, un bref instant, elle avait cru voir quelque chose bouger là-dedans. Elle prit brusquement conscience que ses cheveux pendaient en 2 mèches épaisses par-dessus ses épaules et que leur extrémité était proche, très proche du trou d'évacuation. D'instinct, elle se redressa rapidement et éloigna ses cheveux. Elle regarda autour d'elle. La porte de la salle de bain était bien fermée. Elle entendait toujours le bruit lointain de la télé et elle était seule. Mis à part, bien sûr, cette voix. « Mais qui êtes-vous » demanda-t-elle à voix basse. « Matthew Clément. Le clown m'a emporté là en bas dans les tuyaux et je suis mort. Et bientôt, il va revenir et te prendre, toi, et Ben Ascombe, et Bill Denbrough, et Eddie. » Elle se prit le visage à 2 mains et serra très fort. Ses yeux s'agrandirent démesurément et elle sentit son corps se glacer. La voix paraissait maintenant étouffée, vieillie, mais restait toujours empreinte d'une joie malsaine. « Tu flotteras en bas avec tes amis, Beverly. Tous nous flottons ici. Dis à Bill qu'il a le bonjour de Georgie. Dis-lui qu'il lui manque, mais qu'ils vont bientôt se revoir. Dis-lui que Georgie sera un soir dans le placard avec un morceau de corde de piano qu'il lui enfoncera dans l'œil. Dis-lui. » La voix fut prise alors d'une série de hoquets nauséeux, et soudain, une bulle rouge brillante remonta du siphon et projeta des gouttelettes de sang sur la porcelaine jaunie. La voix étouffée parlait maintenant à toute vitesse, se transformant au fur et à mesure. Il y eut la voix du jeune enfant du début, puis celle d'une adolescente, enfin celle épouvantable d'une fille que Beverly avait connue, Veronica Grogan. Mais Veronica était morte, on avait retrouvé son cadavre dans une bouche d'égout. « Moi c'est Matthew, moi c'est Betty, moi c'est Veronica. Nous sommes là en bas avec le clown, et la créature, et la momie, et le loup-garou. Et toi, Beverly, nous sommes là en bas avec toi, et nous flottons, nous changeons. » Le siphon régurgita brutalement un caillot de sang, éclaboussant non seulement le lavabo, mais le miroir et le papier mural avec ses grenouilles et ses nénuphars. Beverly ne put retenir un hurlement suraigu. Bondissant en arrière, elle alla heurter la porte, rebondit, l'ouvrit en l'empoignant avec violence et courut jusqu'au séjour où son père était en train de se lever. « Qu'est-ce qui t'arrive encore, nom d'un chien ?» lui demanda-t-il, les sourcils froncés. Ils étaient tous les deux seuls ce soir-là. La mère de Bev travaillait de 15 à 11 heures au Greens Farm, le meilleur restaurant de Derry. « La salle de bain, papa !» cria-t-elle hystérique. « La salle de bain, dans la salle de bain !»« Quelqu'un qui te reluquait, Bev ? Hein, c'est ça ?» Il la prit sèchement par le bras et l'étreignit, les doigts s'enfonçant dans sa chair. Il y avait de l'inquiétude sur son visage, mais c'était celle d'un prédateur, et elle était plus effrayante que réconfortante. « Non, dans le lavabo, Elle éclata en sanglots hystériques avant de pouvoir en dire davantage. Le cœur lui battait si fort dans la poitrine qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Al Marsh la repoussa brutalement de côté et fonça vers la salle de bain, une expression « qu'est-ce que c'est encore que cette connerie ?» sur le visage. Il resta si longtemps que Beverly prit peur de nouveau. Puis il vociféra. « Bev, viens ici tout de suite !» Pas question de ne pas répondre à cette injonction. S'ils s'étaient trouvés ensemble sur le bord d'une falaise et qu'il lui eût donné l'ordre de sauter, son obéissance instinctive lui aurait probablement fait faire le pas fatal avant que son esprit rationnel eût le temps d'intervenir. La porte de la salle de bain était ouverte, son père se tenait dans l'encadrement, grand, imposant. Il commençait à perdre les cheveux au burn qu'il avait passé à sa fille. Il portait encore sa salopette grise et sa chemise de même couleur. Il était concierge à l'hôpital de Derry, et regardait Bev, le visage dur. Il ne buvait pas, il ne fumait pas, il ne courait pas les femmes. Celles que j'ai à la maison me suffisent, disait-il à l'occasion, avec un sourire plein de sous-entendus particuliers, qui, loin d'éclairer son visage, l'assombrissait plutôt, comme l'ombre d'un nuage sur un champ rocheux. Elles s'occupent de moi, et quand elles en ont besoin, je m'occupe d'elles. « Vas-tu m'expliquer, nom d'un chien, à quoi rime tout ça ?» lui demanda-t-il. Bev sentit sa gorge se pétrifier, tandis que son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Elle crut qu'elle allait vomir. Du sang dégoulinait du miroir en longs filets. Il y avait du sang jusque sur l'ampoule au-dessus du lavabo. Elle sentait l'odeur de grillé sous l'effet de la chaleur des 40 watts.
Du sang débordait aussi du lavabo et tombait en gouttes épaisses sur le lino. « Papa !» commença-t-elle d'une voix étranglée. Il se tourna, écœuré par sa fille, comme il l'était souvent, et se mit tranquillement à se laver les mains dans le lavabo plein de sang. « Ne fais pas la sotte, Bev. Dis ce que tu as à dire. Tu m'as fichu une frousse terrible. Et pour l'amour du ciel, explique-toi. » Elle pouvait voir sa salopette se couvrir de sang à l'endroit où elle frottait le lavabo, et si jamais son front effleurait le miroir, il était très près, il en aurait sur la peau. Elle eut un spasme dans la gorge. Il arrêta l'eau, prit une serviette qu'avait aspergée 2 jets de sang et se sécha les mains. Elle le regardait, le cœur au bord des lèvres, tandis qu'il barbouillait de sang ses fortes articulations et la paume de ses mains. Le sang s'insinuait jusqu'en dessous de ses ongles comme des marques de culpabilité. « Eh bien, j'attends !» fit-il en jetant la serviette sur son support. Il y avait du sang partout, et son père ne le voyait pas. « Papa !» Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait dire ensuite, mais il l'interrompit. « Je me fais beaucoup de soucis, dit Hallmarsh. J'ai l'impression que tu ne vas jamais grandir, Beverly. Tu passes ton temps à courir dehors, c'est la croix et la bannière pour te faire le ménage, et tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais pas coudre. Tu passes la moitié de ton temps sur un petit nuage, le nez plongé dans tes livres, et l'autre à avoir des vapeurs ou des migraines. Je me fais du souci. » Soudain, une main partit et vint atterrir douloureusement sur ses fesses. Elle poussa un cri sans le quitter des yeux. Il y avait une ligne pointillée de sang dans l'un de ses sourcils broussailleux. « Si je continue à regarder ça assez longtemps, je vais tout simplement devenir folle, et plus rien n'aura d'importance, pensa-t-elle confusément. Oui, vraiment beaucoup de soucis, insista-t-il en la frappant de nouveau, plus violemment, au bras. Un bleu en perspective pour demain. Vraiment beaucoup, dit-il avec un coup à l'estomac porté brusquement, si bien que Bev en eut le souffle coupé. Elle se plia en deux, hoquetant, les larmes aux yeux. Son père la regardait, impassible. Il enfourna ses mains pleines de sang dans les poches de sa salopette. « Il faut que tu arrêtes de faire l'enfant, Bev, dit-il d'un ton de voix adouci et indulgent. N'est-ce pas ?» Elle acquiesça. Le sang battait dans ses tempes. Elle pleurait, mais en silence, sans quoi son père l'aurait accusée de chialer comme un bébé, et la correction aurait tourné à la raclée. Hallmarsh avait passé toute sa vie à Derry et disait à qui voulait l'entendre, voire même aux autres, qu'il avait bien l'intention d'y être enterré, à l'âge, espérait-il, de 110 ans. Aucune raison pour que je ne les atteigne pas, confiait-il parfois à Roger Horlett, qui lui coupait les cheveux 1 fois par mois. Je n'ai aucun vice. Maintenant, explique-toi, et vite, reprit-il. Il y avait... Elle déglutit, ce qui lui fit mal, car elle avait la gorge complètement desséchée. Il y avait une araignée, une énorme araignée toute noire. Elle est sortie du trou du lavabo, et je crois qu'elle y est retournée. Oh, il eut un début de sourire, comme si l'explication le satisfaisait. Ce n'est que ça ? Bon sang, si tu me l'avais dit, Beverly, je ne t'aurais pas frappé. Toutes les filles ont peur des araignées. Mais bon Dieu, pourquoi n'as-tu rien dit ? Il se pencha sur le lavabo, et elle dut se mordre la lèvre pour ne pas lui crier de faire attention, tandis qu'une autre voix s'élevait au fond d'elle-même, une voix qui ne pouvait pas faire partie d'elle-même, qui ne pouvait être que celle du démon lui-même. Qu'il le chope, s'il veut, qu'il l'emporte là en bas, bon débarras. Elle chassa cette voix, horrifiée. Envisager une telle possibilité, ne serait-ce qu'un instant, et elle était bonne pour l'enfer. Il scruta l'intérieur du trou d'évacuation, les mains barbotant dans le sang répandu sur les bords du lavabo. Beverly dut réprimer un haut-le-cœur. Elle avait l'estomac douloureux, là où son père l'avait frappé. « Je ne vois rien, Bev. Tous ces bâtiments sont anciens, vois-tu. Les tuyaux sont grands comme des autoroutes. Quand j'étais concierge à l'ancien lycée, il nous arrivait de temps en temps de retrouver un rat noyé dans les toilettes. Les filles étaient folles. » L'idée de ces vapeurs féminines le fit rire de bon cœur. En particulier quand la Kentuskig était haute. Il y a moins de bestioles dans les égouts depuis la mise en place du nouveau système, cependant. Il passa un bras autour d'elle et l'embrassa. « Bon, allez, va te coucher, et n'y pense plus, d'accord ?» Elle sentit combien elle l'aimait. « Je ne te frappe jamais si tu ne le mérites pas, Beverly », lui avait-il dit un jour qu'elle protestait contre une punition qu'elle jugeait injuste. Et ce devait être vrai, forcément, car il était capable d'amour. Il lui consacrait parfois toute une journée, soit à lui montrer comment faire des choses, soit à simplement lui parler en se promenant en ville. Et devant ces manifestations de gentillesse, elle sentait son cœur gonfler comme s'il allait éclater. Elle l'aimait et essayait de comprendre qu'il devait souvent la corriger, car c'était, selon lui, la mission que Dieu lui avait donnée. D'après lui, les filles avaient davantage besoin de correction que les fils. Mais il n'avait pas de fils, et elle avait vaguement l'impression que c'était aussi en partie de sa faute. « D'accord, papa, je n'y penserai plus. » Elle regarda par-dessus son épaule quand ils sortirent de la salle de bain, et elle vit le sang partout.
Dans le lavabo, sur la glace, sur les murs, sur le sol. La serviette ensanglantée dont son père s'était servi pendait normalement sur son support. Elle pensa « Jamais je ne vais pouvoir revenir ici pour me laver. Mon Dieu, je t'en prie, mon Dieu, je me repens d'avoir eu des mauvaises pensées sur mon père. Et tu peux me punir pour ça, si tu veux, me faire tomber, me faire mal, ou me donner la grippe, comme l'hiver dernier, quand je toussais tellement, qu'un jour j'ai vomi, mais je t'en supplie, mon Dieu, fais qu'il n'y ait plus le sang demain matin, je t'en supplie. D'accord? Dieu, d'accord ?» Son père l'accompagna dans sa petite chambre et l'aborda dans son lit, comme il le faisait toujours avant de l'embrasser sur le front. Puis il resta là, quelques instants, dans une attitude qu'elle considérait comme sa manière personnelle de se tenir, peut-être même sa manière d'être. Légèrement incliné en avant, les mains profondément enfoncées, au-dessus du poignet, dans les poches, la regardant de ses yeux bleus brillants, une expression mélancolique de Basset sur le visage. Bien plus tard, alors qu'elle avait depuis longtemps arrêté de penser à Derry, il lui arrivait d'être frappé par l'attitude d'un homme assis dans un bus ou debout dans un coin, sa boîte à lunch à la main. Oh, l'attitude des hommes au crépuscule, comme en plein midi ou par une claire et venteuse journée d'automne, l'attitude des hommes, la loi des hommes, le désir des hommes. Et Tom, si semblable à son père quand il enlevait sa chemise et se tenait légèrement incliné face à la glace de la salle de bain pour se raser. Silhouette d'homme. « Il y a des moments où je me fais du souci pour toi, Bev, dit-il, mais sa voix ne trahissait ni inquiétude ni colère maintenant. Il caressa doucement ses cheveux, dégageant le front. « La salle de bain est pleine de sang, fut-elle sur le point de lui crier. Mais comment tu ne l'as pas vu? Il y en avait partout, jusque sur l'ampoule, en train de cuire. Tu ne l'as pas vu? » Mais elle garda le silence, tandis qu'il sortait et ferma la porte derrière lui, plongeant la pièce dans l'obscurité. Elle était toujours éveillée, les grands yeux ouverts dans le noir, quand sa mère arriva à 11h30 et que la télé s'éteignit. Elle entendit ses parents se rendre dans leur chambre, puis le craquement régulier du sommier, tandis qu'ils faisaient leur truc de sexe. Beverly avait une fois surpris Greta Bowie disant à Sally Muller que l'acte sexuel était terriblement douloureux et que jamais une fille bien ne pourrait avoir envie de le faire. À la fin, l'homme te pisse dessus, sur quoi Sally s'était exclamée « Oh, Burke, jamais je ne laisserai un homme me faire ça !» Si ça faisait si mal que cela, sa mère le gardait pour elle. Bev l'avait entendu gémir une ou deux fois à voix basse, mais on n'aurait pas dit un gémissement de douleur. Le craquement des ressorts du sommier s'accéléra, atteignit un rythme presque frénétique et s'interrompit. Il y eut un moment de silence, puis quelques échanges à voix basse. Bev entendit ensuite les pas de sa mère qui se rendait dans la salle de bain. Beverly retint sa respiration, se demandant si sa mère allait ou non crier. Mais elle ne cria pas. Il n'y eut que le bruit de l'eau coulant dans le lavabo, suivi d'éclaboussements légers. Puis ce fut le gargouillis familier de l'évacuation. Quelques instants plus tard, le matelas grinça de nouveau quand sa mère se remit au lit. 5 minutes après, son père se mettait à ronfler. Une terreur noire s'empara de son cœur et se referma sur sa gorge. Elle se retrouva incapable de se placer sur le côté droit, celui qu'elle préférait pour s'endormir, de peur de voir quelque chose la regarder par la fenêtre. Elle resta donc allongée sur le dos, raide comme un piquet, les yeux fixés au plafond. Quelques minutes ou quelques heures plus tard, elle n'aurait su dire, elle sombra dans un sommeil fragile et agité. Beverly se réveillait toujours quand le réveil sonnait dans la chambre de ses parents. Elle s'habilla rapidement pendant que son père était dans la salle de bain. Elle s'arrêta un bref instant devant la glace pour contempler ses seins, pour voir s'ils n'avaient pas grossi pendant la nuit. Ils avaient commencé à se former à la fin de l'année précédente, avec de petites douleurs au début. Ils étaient encore tout petits, mais indiscutablement là. Oui, elle allait devenir adulte, elle allait devenir une femme. Elle sourit à son reflet et plaça une main derrière la tête, relevant ses cheveux et faisant ressortir sa poitrine. Elle partit d'un rire de fillette, et soudain se souvint du sang régurgité par le trou d'évacuation la veille au soir. Le rire s'arrêta instantanément. Elle examina son bras et vit le bleu qui s'était formé dans la nuit, une tache affreuse où l'on distinguait la marque des doigts. Bruyante, la chasse d'eau coula. Avec célérité, car elle ne voulait pas le mettre en colère ce matin, pas même qu'il s'aperçût de sa présence, Beverly enfila un jean et son sweatshirt aux couleurs du lycée de Derry. Puis, comme elle ne pouvait s'attarder davantage, elle quitta sa chambre pour la salle de bain, croisant son père qui regagnait la sienne pour s'habiller, son pyjama bleu flottant autour de lui. Il grommela quelque chose qu'elle ne comprit pas. « D'accord, papa, répondit-elle à tout hasard. Elle resta quelques instants devant la porte fermée de la salle de bain, essayant de se cuirasser contre ce qu'elle risquait de voir de l'autre côté. Au moins, il fait jour, pensa-t-elle, ce qui la réconforta un peu. Elle saisit le bouton de la porte, tourna et entra.
Beverly ne chôma pas ce matin-là. Elle apporta son petit déjeuner à Hallmarsh, jus d'orange, œufs brouillés et ses rôties spéciales, pain chaud mais pas grillé. Assis à la table, barricadé derrière le journal, il avala tout. « Et le bacon » demanda-t-il. « On l'a fini hier, papa, il n'y en a plus. »« Oh, prépare-moi un hamburger. »« Il n'en reste pas beaucoup non plus. » Le journal s'agita et retomba. Son œil bleu tomba de tout son poids sur elle. « Qu'as-tu dit » demanda-t-il doucement. « J'ai dit tout de suite, papa. » Il la regarda quelques instants de plus, puis le journal remonta et Beverly se dépêcha de retirer la viande du réfrigérateur. Elle récupéra jusqu'au plus petit morceau de viande hachée congelé au fond de la boîte pour faire paraître plus gros le hamburger qu'elle lui prépara. Il le mangea en consultant la page des sports. Beverly s'occupa ensuite de son propre petit déjeuner, 2 sandwichs au beurre de cacahuètes et à la gelée, un gros morceau du gâteau que sa mère avait ramené du Greens Farm la nuit dernière, avec une thermos de café brûlant et trop sucré. « Tu diras à ta mère de faire un peu le ménage aujourd'hui, dit-il en prenant sa boîte à lunch. On se croirait dans une porcherie ici. Bon Dieu, je passe la journée à nettoyer la merde partout dans l'hôpital, et je n'ai pas envie de revenir dans une porcherie. J'espère que je me suis bien fait comprendre, Beverly. »« Oui, papa, je lui dirai. » Il l'embrassa sur la joue, la serra sans tendresse contre lui et partit. Comme elle le faisait toujours, Beverly alla jusqu'à la fenêtre de sa chambre et le regarda qui s'éloignait dans la rue. Et comme toujours, elle éprouva un secret sentiment de soulagement quand il disparut au coin, se détestant de le ressentir. Elle fit la vaisselle, puis alla lire un moment sur les marches de derrière, attendant le réveil de sa mère. Quand celle-ci l'appela, elles changèrent les draps des 2 lits, lavèrent les sols et cirèrent le lino de la cuisine. Sa mère se chargea de la salle de bain, ce dont Beverly lui fut profondément reconnaissante. Elfrida était une petite femme aux cheveux grisonnants, à l'air triste. Les rides de son visage proclamaient à la face du monde qu'elle n'était pas née d'aujourd'hui et qu'elle avait l'intention de s'accrocher encore un bout de temps. Elle disait aussi que ça n'avait pas été tous les jours facile et qu'elle n'attendait guère une amélioration de l'état des choses. « Pourras-tu faire les vitres du séjour, Bévy » demanda-t-elle en revenant de la cuisine. Elle avait mis son uniforme de serveuse. « Il faut que j'aille voir Cheryl à Saint-Joseph, à Bangor. Il s'est cassé la jambe hier soir. »« Oui, d'accord, maman. Mais comment c'est arrivé ?» Cheryl était une collègue de travail de Mrs. Marsh. « Oh, elle a eu un accident de voiture avec son bon à rien de mari, » fit Elfrida d'un ton sinistre. « Il avait bu. Tu peux remercier le ciel tous les soirs d'avoir un père aussi sobre, Bev. »« Je le fais, maman. » Et c'était vrai. Elle va perdre son travail et lui est incapable d'en garder un. Le ton d'Elfrida se fit encore plus sinistre, horrifié. Ils devront quitter le pays, je suppose. C'était la pire des choses aux yeux d'Elfrida. Perdre un enfant ou découvrir que l'on avait le cancer n'était rien à côté. On pouvait être pauvre, passer sa vie à gratter, comme elle disait, mais pire que tout, il y avait la perspective de devoir quitter le pays, ce que devait maintenant envisager son ami Cheryl. Quand t'auras fini les fenêtres et sorti les poubelles, tu pourras aller jouer un moment si tu veux. Ce soir, ton père va au bowling, et tu n'auras donc pas besoin de lui préparer son dîner, mais je veux que tu rentres avant la nuit. Tu sais pourquoi. Oui, maman, d'accord. Mon Dieu, comme tu grandis vite, dit Elfrida, qui regarda quelques instants les embryons de seins qui pointaient sous le sweatshirt de Beverly. Un regard où il y avait de l'amour, mais pas de pitié. Je me demande ce que je vais bien pouvoir faire une fois que tu seras mariée et chez toi. Je serai toujours là, maman, répondit Beverly avec un sourire. Sa mère l'étreignit brièvement et l'embrassa sur le coin de la bouche de ses lèvres chaudes et sèches. « Oh, je sais bien comment ça se passe, Bev, mais je t'aime. »« Moi aussi je t'aime, maman. »« Fais bien attention à ce qu'il ne reste aucune trace sur ces fenêtres, » ajouta Elfrida en prenant son sac. « Sans quoi ton père va te tomber dessus. »« Oui, je ferai attention. » Et comme sa mère ouvrait la porte, elle ajouta, d'un ton qu'elle s'efforça de faire paraître naturel. « Tu n'as rien vu de drôle dans la salle de bain, maman ?»« De drôle ?» dit Elfrida en se retournant, sourcils légèrement froncés. « Eh bien, j'ai vu une araignée dans le lavabo hier au soir. Papa t'a pas dit ?»« Est-ce que tu as mis ton père en colère, Bévy ?»« Non, non. Je lui ai dit qu'une araignée était sortie du trou et m'avait fait peur. Il m'a expliqué qu'autrefois, il trouvait des rats noyés dans les toilettes dans l'ancienne école, à cause des égouts. Mais il ne t'a pas parlé de l'araignée que j'ai vue ? » ?»« Non. »« Oh, ça n'a pas d'importance alors. Je me demandais si tu ne l'avais pas vue toi aussi. » Sa mère resta à tourner, à l'observer, les lèvres tellement serrées qu'elles en disparaissaient presque. « Es-tu bien sûr que ton père ne s'est pas mis en colère contre toi hier au soir ? » ?»« Mais non. »« Bévy, est-ce qu'il lui est arrivé de te toucher ? » ?»« Quoi ? » fit Bev perplexe. « Seigneur, son père l'a touché tous les jours. Mais je ne comprends pas ce que... » »« Oh, ça n'a pas d'importance, la coupa Elfrida. »« N'oublie pas les ordures.
Et s'il reste des traces sur ces vitres, tu n'auras pas besoin de ton père pour avoir la frousse. » « Non, je... » « Est-ce qu'il lui est arrivé de me toucher ? » ?»« Non, je n'oublierai pas. »« Et soit rentré avant la nuit. »« Oui, entendu. »« Est-ce qu'il... Je me fais beaucoup de soucis pour toi. » Elfrida partit. Beverly passa une fois de plus dans sa chambre et la regarda disparaître au coin de la rue, comme elle avait fait pour son père. Puis, une fois qu'elle fut sûre que sa mère était bien en route pour l'arrêt du car, elle alla chercher le seau, le Windex et des chiffons sous l'évier. Ensuite, elle se rendit dans le séjour et commença les vitres. L'appartement lui paraissait trop tranquille. Elle sursautait à chaque fois que le plancher craquait ou qu'une porte claquait. Elle poussa un soupir qui était presque un cri lorsque se déclencha la chasse d'eau des Bolton au-dessus. Elle ne cessait de jeter des coups d'œil à la porte fermée de la salle de bain. Elle finit par aller l'ouvrir. Sa mère avait nettoyé la pièce à fond le matin même, et presque tout le sang qui s'était accumulé sous le lavabo avait disparu, comme sur les rebords. Mais il y avait toujours des traînées marron à l'intérieur, et des taches et des éclaboussures sur la glace et sur le papier mural. Beverly regarda son reflet, tout pâle, et se rendit soudain compte, prise d'une terreur superstitieuse, que le sang sur le miroir donnait l'impression que sa tête saignait. De nouveau, elle se dit « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Est-ce que je deviens folle ? Ou est-ce que je l'imagine ?» Tout d'un coup, le siphon émit un rauque clapoteux. Beverly poussa un hurlement et claqua violemment la porte. 5 minutes plus tard, elle tremblait encore tellement qu'elle faillit lâcher la bouteille de Windex. Il était environ 3 heures de l'après-midi lorsque Beverly Marsh, après avoir fermé l'appartement et mis la clé au fond de la poche de son jean, s'engagea dans Richards Alley, un passage étroit qui reliait Main Street et Center Street. Là, elle tomba sur Ben Hanscom, Eddie Casbrack et un garçon du nom de Bradley Donovan qui jouait à lancer des pièces d'un cent. « Salut Bev » lui lança Eddie. « Pas de cauchemar après ces films ?»« Non, pas un poil » répondit Beverly en s'accroupissant pour observer le jeu. « Comment es-tu au courant ?»« Par meule de foin » fit Eddie en tendant un pouce vers Ben, qui rougissait violemment et aux yeux de Bev sans motif apparent. « Quel film » intervint Bradley en zézayant. Beverly le reconnut, c'était le garçon qui avait accompagné Bill Denbrough dans les friches. Ils allaient chez le même orthophoniste à Bangor. Elle arrêta aussitôt de penser à lui. Si on lui avait demandé, elle aurait sans doute répondu qu'il était moins important que Ben ou Eddie, moins présent. « Des histoires de monstres, répondit-elle en s'avançant à croupeton pour se placer entre Ben et Eddie. « Vous lancez ?»« Oui, dit Ben, lui jetant un coup d'œil et détournant rapidement le regard. « Et qui gagne ?»« C'est Eddie. Il est vraiment très fort, dit Ben. Elle regarda Eddie, qui se mit à se polir les ongles sur sa chemise en prenant un air suffisant, puis éclata de rire. « Est-ce que je peux jouer ?» demanda-t-elle. « Moi, je suis d'accord, dit Eddie. As-tu des sous ?» Elle se tâta la poche et en extirpa 3 cents. « Bon Dieu, comment oses-tu sortir de chez toi avec un portefeuille aussi gonflé ?» demanda Eddie. « À ta place, j'aurais la frousse. » Ben et Bradley éclatèrent de rire. « Les filles aussi peuvent être courageuses, répondit Bev, et tous rirent en chœur. Bradley lança le premier, puis Ben, puis Beverly. Comme il gagnait, Eddie jouait en dernier. Ils expédiaient les piécettes contre le mur arrière de la pharmacie de Center Street. Parfois, elles atterrissaient trop court, parfois elles rebondissaient sur le mur. À la fin de chaque lancer, celui qui était arrivé le plus près du mur ramassait les mises des autres. 5 minutes plus tard, Bev possédait 24 cents. Elle n'avait perdu qu'un seul lancer. « Les filles trissent !» s'exclama Bradley, dégoûté, en se levant pour partir. Sa bonne humeur avait disparu, et il regardait Bev avec une expression de colère et d'humiliation mêlée. Les filles ne devraient pas être autorisées à... Ben sauta sur ses pieds. Le spectacle de Ben bondissant était quelque chose d'impressionnant. « Retire ce que tu viens de dire, tout de suite !» Bradley regarda Ben bouche bée. « Quoi ?»« Retire, elle n'a pas triché !» Le regard de Bradley passa de Ben à Eddie et Beverly, toujours agenouillés, puis revint sur Ben. « Tu veux que je te fasse le nez comme une patate pour aller avec le reste, Trauduc ?»« Bah, essaye donc, répondit Ben, le visage soudain traversé d'un sourire. Quelque chose dans ce sourire fit que Bradley recula maladroitement d'un pas, surpris. Peut-être cela tenait-il à ce qu'après s'être par 2 fois colté avec Henry Bowers, et s'en être par 2 fois honorablement sorti, Ben Hanscom n'allait pas se laisser terroriser par ce grand échalas de Donovan, qui, en plus d'être affligé de ce zézément cataclysmique, avait des verrues plein les mains. « Zéza !» siffla-t-il. « Et vous allez tous vous mettre contre moi !» dit Bradley en faisant un autre pas en arrière. Sa voix trahissait de l'incertitude, et il avait les larmes aux yeux. « Toute une bande de trisseurs !»« Retire simplement ce que tu as dit d'elle, » fit Ben. « Laisse tomber, Ben, » intervint Beverly en tendant une poignée de piécettes de cuivre à Bradley. « Prends tes sous, je jouais juste pour m'amuser. »
Des larmes d'humiliation débordèrent des paupières de Bradley. Il donna sur la main tendue de Bev un coup qui éparpilla la monnaie et fonça en courant vers Center Street. Les autres le regardèrent se défiler, stupéfaits. Une fois à bonne distance, Bradley se retourna et cria « T'es juste une espèce de salope! C'est tout! Triseuse! Triseuse! Ta mère est qu'une pute !» Beverly suffoqua. Ben remonta à son tour l'allée en courant, mais ne réussit qu'à se prendre les pieds dans une caisse vide et à s'étaler par terre. Bradley avait disparu, et Ben ne se faisait aucune illusion sur ses capacités de le rattraper. Au lieu de cela, il se tourna vers Beverly pour voir comment elle allait. L'insulte l'avait autant atteint qu'elle. Elle vit l'inquiétude sur le visage du gros garçon. Elle ouvrit la bouche pour lui dire de ne pas s'en faire, que tout allait bien, qu'une insulte faisait moins mal qu'un coup, lorsque cette étrange question posée par sa mère lui revint à l'esprit. « Est-ce qu'il lui est arrivé de te toucher ?» Une étrange question, oui. Simple et pourtant incompréhensible, pleine de sous-entendus menaçants, bourbeuse comme du vieux marc de café. Au lieu de dire qu'elle se moquait bien des insultes, elle éclata en sanglots. Eddie la regardait, mal à l'aise. Il prit son inhalateur et s'injecta une dose. Puis il se courba et commença à ramasser les piécettes éparpillées. Il avait ce faisant une expression concentrée et méticuleuse sur le visage. Ben s'approcha instinctivement de Bev, prit de l'envie de la saisir dans ses bras et de la consoler, mais s'arrêta dans son élan. Elle était trop jolie. Devant tant de beauté, il se sentait impuissant. « T'en fais pas, c'est rien, dit-il, sachant qu'il devait avoir l'air idiot, mais incapable de trouver quelque chose de plus intelligent. Il posa 2 mains légères sur ses épaules, elle-même se cachait les yeux et les joues dans les siennes, puis les retira comme si son contact le brûlait. Il avait le visage cramoisi, apoplectique. « T'en fais pas, Beverly !» Elle baissa les mains et s'écria d'une voix aiguë, furieuse. « Ma mère n'est pas une pute, c'est une serveuse !» Sa protestation fut accueillie par un silence absolu. Ben la regardait, bouche bée. Eddie, la main pleine de pièces, leva les yeux sur elle. Et tout d'un coup, ils se mirent tous les 3 à rire hystériquement. « Une serveuse !» cacta Eddie. Il n'avait que la plus vague idée de ce qu'était qu'une pute, mais quelque chose dans la comparaison lui paraissait néanmoins délicieusement comique. « C'est donc ça qu'elle est, une serveuse !»« Oui, c'est ça, octa Bev, le rire encore mêlé de larmes. Ben riait tellement fort qu'il fut incapable de rester debout. Il s'assit lourdement sur une poubelle, mais son poids défonça le couvercle et il s'écroula sur un côté. Eddie, un doigt pointé sur lui, hurlait de rire. Beverly l'aida à se remettre sur pied. Une fenêtre s'ouvrit au-dessus d'eux et une femme leur cria « Fichez-moi le camp d'ici, les gosses! Il y a des gens qui sont de quart la nuit, figurez-vous! Disparaissez !» Sans y penser, les 3 enfants se prirent par la main, Beverly au milieu, et coururent jusqu'à Center Street. Ils riaient toujours. Ils mirent leurs ressources en commun et s'aperçurent qu'ils disposaient de 40 cents, assez pour 2 bonnes boissons glacées. Comme Mr. Keane était un vieux ronchon qui refusait de laisser les moins de 12 ans consommer à côté de la fontaine à soda, à cause de la présence des billards électriques, source de corruption, prétendait-il, les 3 enfants se rendirent jusqu'à Bassett Park. Ben avait du café et Eddie de la fraise. Assise entre les 2 garçons, Bev prélevait tour à tour chez l'un et chez l'autre à l'aide d'une paille, comme butine une abeille. Elle se sentait vraiment bien pour la première fois depuis que le siphon avait éructé son caillot de sang la veille. Vidée, certes, et épuisée émotionnellement, mais en paix avec elle-même. Pour le moment, en tout cas. « Je me demande ce qui est arrivé à Bradley, » remarqua finalement Eddie, sur un ton un peu maladroit d'excuse. « Il ne se comporte jamais comme ça, d'habitude. »« Tu m'as défendu, » dit Beverly, qui se tourna vers Ben et l'embrassa sur la joue. « Merci. » Ben se trouva de nouveau écarlate. « Tu ne trichais pas, » bredouilla-t-il, sur quoi il engloutit la moitié de son café glacé en 3 gorgées monstrueuses qui furent suivies d'un rot aussi violent qu'un coup de feu. « Tu es toujours armé, papounet ?» demanda Eddie, ce qui eut le ton de faire rire Beverly au point de se tenir le ventre. « Oh, arrêtez, pouffa-t-elle, arrêtez, ça me fait mal à l'estomac. » Ben souriait. Ce soir, il rejouerait la scène du baiser 1000 fois avant de s'endormir. « Est-ce que ça va vraiment mieux, maintenant ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Oh, ce n'était pas à cause de Bradley. Ce n'était même pas à cause de ce qu'il a dit de ma mère, mais à cause de quelque chose qui est arrivé hier au soir. » Elle hésita, regardant Ben et Eddie tour à tour. « Il faut que je le dise à quelqu'un, ou que je le montre à quelqu'un. Il faut que je fasse quelque chose. Je crois que j'ai pleuré parce que j'avais peur de devenir cinglé. » « Bah, qu'est-ce que tu racontes, devenir cinglé ?» fit une nouvelle voix. C'était Stanley Uris, comme toujours menu, mince et surnaturellement impeccable, bien trop impeccable pour un gamin d'à peine 11 ans.
Avec sa chemise immaculée, prise sous un faux pli dans le jean tout aussi immaculé, ses cheveux bien peignés et ses chaussures de basket aussi nettes que celles des vitrines, il avait plutôt l'air du plus petit adulte au monde. Puis il sourit et l'illusion disparut. Elle ne va rien dire maintenant, songea à part lui Eddie, parce qu'il n'était pas là quand Bradley a insulté sa mère. Mais après un instant d'hésitation, Beverly parla, car Stanley était différent de Bradley. Sa présence avait davantage de réalité. Stanley est des nôtres, pensa Beverly, se demandant ce qui soudain lui donnait la chair de poule. Ce n'est pas un cadeau que je leur fais en parlant, ni à eux, ni à moi. Mais c'était trop tard, elle avait commencé. Stan s'assit avec eux, le visage calme et grave. Eddie lui offrit ce qui lui restait de sa boisson glacée à la fraise, mais Stan se contenta de secouer la tête sans quitter Beverly des yeux. Aucun des garçons ne l'interrompit. Elle parla des voix, comment elle avait reconnu celle de Ronnie Grogan. Elle savait que Ronnie était morte, mais c'était tout de même sa voix. Elle leur parla du sang, comment son père ne l'avait ni vu ni senti, comment sa mère ne l'avait ni vu non plus ce matin. Quand elle eut terminé, elle leur regarda les uns après les autres, craignant de lire de l'incrédulité sur leur visage. Mais il n'y en avait pas. De l'effroi, oui, mais pas de l'incrédulité. « Allons-y voir, dit finalement Ben. Ils passèrent par la porte de derrière, non point parce que c'était celle dont Bev avait la clé, mais parce que, leur dit-elle, son père la tuerait si jamais il apprenait par Mrs. Bolton, la voisine, qu'elle était entrée dans l'appartement en compagnie de 3 garçons pendant que ses parents n'étaient pas là. « Bah, pourquoi » demanda Eddie. « Oh, tu ne comprendrais pas, triple buse, dit Stan. Tais-toi donc. » Eddie était sur le point de répondre, mais en voyant le visage blanc et étendu de Stan, il referma la bouche. La porte ouvrait sur la cuisine, silencieuse et envahie par le soleil de l'après-midi finissant. La vaisselle du petit déjeuner scintillait sur l'évier. Les 4 enfants restèrent regroupés autour de la table, et ils sursautèrent tous avec des rires nerveux lorsqu'une porte claqua dans l'immeuble. « Où c'est » demanda Ben dans un murmure. Le sang battant à ses tempes, Bev les conduisit jusque dans le petit couloir. D'un côté se trouvait la chambre de ses parents, et au fond la salle de bain, fermée. Elle l'ouvrit, entra d'un pas décidé à l'intérieur et plaça le bouchon sur le trou d'évacuation. Puis elle revint se placer entre Ben et Eddie. Le sang s'était desséché, laissant des traces et des traînées marrons sur la glace, le lavabo et le papier mural. Elle trouva soudain plus facile de regarder le sang que de regarder ses camarades. D'une toute petite voix qu'elle ne se connaissait pas, elle demanda « Est-ce que vous le voyez ? L'un de vous le voit-il ? Il est bien là, non ?» Ben avança d'un pas, et elle fut une fois de plus frappée par l'aisance à laquelle se déplaçait le gros garçon. Il toucha l'une des traces de sang, puis une autre, puis une longue traînée sur le miroir. « Ici, 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 dit-il d'un ton froid et autoritaire. « Sapristi, on dirait qu'on a égorgé un cochon là-dedans, fit Stan doucement, stupéfait. « Et tout est sorti du siphon » demanda Heidi, que la vue de tout ce sang rendait malade. Sa respiration se faisait plus courte, il étreignit son inhalateur. Beverly dut lutter pour éviter d'éclater de nouveau en larmes. Elle s'y refusait, redoutant d'être considérée avec mépris comme une fille comme les autres. Elle dut cependant s'accrocher au bouton de porte, tandis qu'une onde de soulagement, d'une puissance effrayante, la parcourait. Elle ne s'était pas rendue compte jusqu'à cet instant à quel point elle était convaincue de devenir folle, d'avoir des hallucinations. « Et ton père et ta mère n'ont rien vu ?» s'émerveilla Ben. Il toucha une tache de sang qui avait séché sur le bord du lavabo, puis retira sa main qu'il essuya sur un pan de sa chemise. « Nom de Dieu, nom de Dieu !»« Je me demande comment je vais faire pour rentrer encore ici, dit Bev. Pour faire ma toilette et me laver les dents, vous comprenez ?»« Mais pourquoi ne pas tout nettoyer ?» demanda soudain Stan. « Tout nettoyer ?» fit Beverly. « Oui, bien sûr. On n'arrivera peut-être pas à tout enlever sur le papier, qui n'est pas en très bon état, mais on pourra enlever le reste. Tu n'as pas de chiffon ?»« Si, sous l'évier de la cuisine, mais ma mère va se demander où ils sont passés. »« J'ai 50 cents, dit calmement Stanley, sans quitter des yeux la zone aspergée de sang. Nous nettoierons le mieux possible. Après, nous irons à la laverie automatique, laver les chiffons, et nous les remettrons ensuite à leur place sous l'évier, avant le retour de tes vieux. »« Ma mère dit que c'est impossible d'enlever du sang sur un vêtement, objecta Heidi. Il paraît que ça s'incruste, un truc comme ça. » Ben ne put retenir un éclat de rire hystérique. « Qu'est-ce que ça peut faire si les chiffons ont encore du sang dessus ? Ils ne peuvent pas le voir. » Personne n'eut besoin de lui demander qui étaient ces « ils ». « Très bien, dit Bev. Essayons. »